Nadine et Jérôme. Nadine est la mère de Jérôme. Et tous les deux sont en prison pour l'assassinat de Joël, le mari de Nadine, et donc le père de Jérôme. C'est le fils qui a tué, mais c'est la mère qui a tout manigancé, tout orchestré. Dans cette affaire incroyable, on a vu s'effondrer en quelques heures une vie entière de mensonges. Tout le monde mentait. La mère, le fils et même la victime. Tous ont menti sur leur métier, sur leurs revenus, sur leur diplôme, sur leur maladie, sur leur enfance, sur leur niveau de vie. Dans la famille Baude, on mentait comme on respirait. Mais le mensonge est un piège qui se referme lentement mais inexorablement et au bout de leur mensonge. Nadine et Jérôme n'ont trouvé qu'une issue, le crime. Il est 2h du matin. Aujourd'hui, c'est le second tour des élections présidentielles. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à partir de 8h jusqu'à... Dimanche 5 mai 2002, une petite route de campagne en Normandie. Comme tous les jours, Jean-Michel Narcy prend la route en pleine nuit pour se rendre à son travail, dans une boulangerie d'Évreux. Comme tous les matins, j'allais au travail sur le coup de 2h10, 2h15. Donc je prends la route Saint-Sébastien-Claville en passant par Saint-Jean. Après ce bois-là, d'un seul coup, j'ai vu une lueur dans le ciel. Je me suis demandé ce qui se passait. Et arrivé sur le lieu de la lueur, j'ai vu que c'était une voiture qui était en train de cramer. Je me suis approché d'elle, suffisamment éloigné pour pas que la voiture, la mienne, prenne les flammes. Et j'ai vérifié si le passager et conducteur n'étaient pas à l'intérieur du véhicule. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours ou à l'intérieur du véhicule, j'ai continué ma route sur Cogé pour appeler les secours. Les pompiers de Cogé sont sur place quelques minutes après l'appel de Jean-Michel Narcy. Dès qu'on arrive, je fais une reconnaissance du véhicule avec un binôme, de l'habitacle, y compris du coffre, où on ne constate rien d'anormal. Donc dès cet instant-là, je prends la décision de procéder à l'extinction avec une lance à mousse pour l'étouffer. C'est un véhicule léger qui est pas accidenté et qui est à cheval sur la chaussée et sur l'herbe. La voiture est carbonisée totalement. L'intérieur, il reste que la ferraille apparente. Il n'y a plus aucune matière à brûler. Tout a brûlé, c'est tout. Rien aux alentours du véhicule. Sans doute une voiture volée, dont on a voulu se débarrasser. Une enquête de routine est confiée à la gendarmerie pour retrouver le propriétaire. Quelques heures plus tard, dans le village d'Yville, dans l'Eure, à 30 km de là. En fin de matinée, Nadine Baude, une ambulancière de 42 ans, constate que son mari Joël n'est pas rentré à la maison comme prévu, après son travail. Joël Baude est boucher. Il habite en Normandie avec sa famille, mais la semaine, il travaille en région parisienne, dans une boucherie à Montrouge. Il a pris un petit studio à proximité et rentre tous les week-ends chez lui. Mais ce week-end-là, il a fait une exception. Il est reparti à Paris dimanche matin très tôt pour faire un extra. Il avait dit à sa femme que ça ne serait pas long, qu'il serait de retour à 10h. Mais à 14h, il n'est toujours pas là. Nadine, sa femme, inquiète, se rend à Paris le dimanche après-midi. Mais à la boucherie et à son studio, personne ne l'a vu. Joël s'est volatilisé à la veille de leur anniversaire de mariage. Le lendemain, lundi, toujours aucune nouvelle. Nadine Baude prévient la gendarmerie du Neubourg.
Elle nous explique que son mari donc, est parti travailler sur la région parisienne avec le véhicule de son fils. Et donc ce jour-là, son mari, vers les 2 h du matin, il est allé lui dire au revoir dans son lit. Et c'est là qu'elle lui dit « mais tu pars 1 heure plus tôt ». Et là, il lui dit « j'ai un problème à régler ». T'occupe pas, ce sont ses propres termes, hein, t'en occupe pas, c'est rien du tout, mais je vais le régler donc à mon niveau. Nadine raconte que Joël est parti avec beaucoup d'argent cette nuit-là, près de 4 000 francs, 600 €. Était-ce pour régler ce fameux problème dont parlait Joël? Nadine a une piste. Elle nous parle également que son mari prend stop régulièrement, pas systématiquement mais régulièrement, une personne donc âgée de 27 ans, juste avant d'arriver à Évreux. Mais c'est pareil, là elle reste très très vague, elle ne nous donne pas ni d'adresse, ni de nom, un jeune de 27 ans, Jean-Philippe, qui aurait des problèmes d'argent. Qui est cet autostoppeur? Nadine Baud n'en sait rien, mais elle dit aux gendarmes que c'est peut-être lui qui avait un problème et que Joël voulait aider. À part ça, Joël Baud était un père de famille sans souci, qui menait une vie tranquille. Sur le plan familial, donc elle nous apprend qu'elle s'est mariée le 6 mai 1978, que de leur union, donc ils ont eu un enfant qui est maintenant âgé de 21 ans, et que leur enfant est chercheur à l'Institut Pasteur. Hein. Quant à elle, Madame Baud, elle est ambulancière près du Neubourg. Donc au niveau relationnel avec son mari, elle n'a aucun problème. Hein. Au niveau financier, pareil, ils gagnent correctement leur vie. Par contre, le seul problème qui déstabilise un petit peu la famille, c'est qu'elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Un cancer de la peau que Nadine soigne depuis plusieurs mois à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif. C'est peut-être l'annonce de la maladie de sa femme qui a déstabilisé Joël. Ça a peut-être un lien avec sa disparition. Si on réfléchit, une maladie grave, un mystérieux autostoppeur et une grosse somme d'argent, c'est une disparition inquiétante. Les gendarmes décident de lancer un avis de recherche. Nadine leur a donné le numéro d'immatriculation de la voiture de Joël. 3232 VG 27. C'est une Peugeot 205. Luc Mille, vous êtes un ami proche de Joël Baud. Tout de suite, vous avez senti que cette disparition était grave. C'était pas dans ses habitudes de... C'était pas dans ses habitudes du tout. Parce qu'à chaque coup que Joël finissait son travail le samedi soir, c'était directement la Normandie. Donc c'était suspect qu'il soit pas rentré. Vous avez tenté de le retrouver, vous? Oui. En faisant quoi? J'ai cherché dans toutes les rues si je voyais sa voiture ou quoi que ce soit. Je suis allé à son domicile sans rien trouver, ni sa voiture, ni rien. Et à Gentilly, il avait un petit studio. Donc c'est là que je suis allé le chercher. J'ai même laissé un mot à la porte. Si tu as des gros problèmes ou quoi que ce soit, tu m'appelles. Parce que l'amitié, c'est ça. Il vivait comment, Joël? À Paris? Il vivait tout seul. Et je crois qu'il n'avait pas d'amis du tout. Vous étiez son seul ami, en fait? J'étais son seul ami et c'était le gars qui faisait le travail à la maison. Sa femme avait, disait-elle, un cancer? Est-ce qu'il vous en avait parlé de ça? Oui. Joël appelait sa femme tous les soirs. Après qu'on avait mangé, on allait tous les deux discuter. Je lui demandais toujours des nouvelles de sa femme. Et il me disait que son fils prenait soin de sa femme, donc il était tranquille de ce côté-là. Est-ce qu'il vous est apparu, avant sa disparition, soucieux? Beaucoup. Mais de quoi? Parce qu'il avait dû avoir des problèmes, parce qu'au 1er mai, il devait venir manger à la maison. Il a téléphoné à ma femme pour dire qu'il ne venait pas manger, qu'il avait un gros problème à régler, qu'on mangerait ultérieurement et qu'il m'expliquerait. Et il vous a expliqué? Il n'a pas eu le temps de m'expliquer, parce que le lundi matin, j'ai appelé chez lui, et c'est de là que sa femme m'a dit que Joël n'était pas rentré. Les jours passent, toujours pas de nouvelles de Joël Baud. Jérôme, son fils, est lui aussi entendu par les gendarmes. Il n'était pas chez lui quand son père a disparu, il passait le week-end dans un parc de loisirs avec des copains. La piste de l'autostoppeur ne donne rien. Personne dans l'entourage de Joël Baud ne le connaît. Personne n'a jamais vu Joël prendre un homme dans sa voiture. L'enquête repart à zéro. Et puis, une semaine plus tard, tout s'accélère.
Le 12 mai, dans la matinée, nous apprenons par nos collègues d'Évreux que le véhicule a été retrouvé calciné le 5 mai 2002 à 3h15 du matin, soit 1h15 après le départ de M. Baud. L'affaire de la disparition de Joël Baud et celle de la 205 incendiée ne font plus qu'une. Cette 205 est bien la voiture qu'il conduisait la nuit du 5 mai. Notre réaction, c'était il est arrivé quelque chose à M. Baud. Il est arrivé quelque chose de grave à M. Baud. Il a fallu une semaine aux gendarmes pour faire le lien entre les deux affaires. L'explication, le numéro d'immatriculation indiqué par Nadine Baud n'était pas tout à fait exact. 3232 VG27 au lieu de VJ27. Maintenant, il faut rapidement récupérer l'épave de la voiture et rechercher des indices. Les gendarmes se rendent immédiatement dans le garage où la carcasse incendiée a été entreposée. Le véhicule est complètement calciné. On est pratiquement à l'état de tôle brute. Et tous les équipements de la voiture, tout est fondu. Tout est au fond sur le sol de la voiture et c'est vraiment pêle-mêle. C'est en soulevant les restes du pare-brise à l'arrière de la voiture que les gendarmes font une découverte macabre. C'est lorsqu'on arrive derrière les sièges avant qu'on découvre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude non plus de découvrir. C'est quand même le reste d'un corps humain. Hein. C'est quand même quelque chose. Là, on tombe des nues. Hein. Un corps, ou plutôt ce qu'il en reste. Sous la mat ferraille, un cadavre calciné d'à peine 90 cm. Il restait la tête et le buste. Une tête qui était complètement calcinée, qui ne ressemblait pas du tout à une tête, disons, d'une personne humaine, mais bon, qui en avait la forme. Et pareil avec le buste, il n'y avait plus de bras, c'était très très peu, il restait le haut du buste. On a un corps calciné, mais on ne sait pas encore qui est-ce. Donc il y a encore beaucoup d'investigations à entreprendre, à faire. Il y a quand même des analyses. Et sur le moment, donc on a découvert un cadavre, mais à qui il appartient? Ce cadavre est-il celui de Joël Baud? L'affaire deviendrait criminelle. L'enquête est confiée à la brigade de recherche d'Évreux. C'est le capitaine Roland Chartier qui la dirige. Premier acte, l'autopsie. Il faut identifier le corps et déterminer les causes de la mort. C'est une particularité physique sur le cadavre qui va permettre aux légistes de mettre un nom sur le corps de cet inconnu. On a un point particulier par rapport à ce cadavre, à ce corps calciné, c'est qu'il a une anomalie au niveau de sa dentition, c'est-à-dire qu'il y a une dent qui est en retrait. Et lorsqu'on fera des rapprochements donc, avec la disparition de M. Joël Baud, on s'apercevra, et des dossiers de dentistes ont été saisis pour ça, que effectivement il avait un problème de dentition avec une anomalie à ce niveau-là. Le corps calciné de la 205 est donc bien celui de Joël Baud. Une analyse ADN le confirme quelques jours plus tard. Les légistes ont remarqué des traces de coups sur la lèvre supérieure et sur la nuque. Il y a des coups, c'est-à-dire qu'un devant et un derrière, donc il y a eu lutte ou quelque chose, donc ça conforte la piste criminelle. Et puis le corps de Joël Baud était à l'arrière de la voiture, entre le siège avant et la banquette arrière, comme s'il avait été placé là par une personne extérieure. Bref, ça ressemble à un homicide volontaire. Nadine Baud et son fils Jérôme sont aussitôt convoqués à la gendarmerie. Quand on lui dit que son mari a été assassiné, Nadine a un malaise et s'effondre en larmes. Luc Mille, quand vous apprenez que votre ami Joël a été assassiné, comment est-ce que vous réagissez? Je suis resté bouche bée parce que je ne voyais pas qui pouvait l'assassiner. Il n'avait pas d'ennemis? Non. Vous savez, c'était quand même quelqu'un de solitaire. Comme il allait nulle part, qui pouvait lui en vouloir? Ça comptait beaucoup, sa famille, pour lui? Énormément. Énormément. S'il est resté travailler à Paris, c'était pour sa famille. Parce que je suis sûr qu'il descendait tout son salaire chez lui. Toute sa vie était orientée sur sa femme et son fils.
Et ça, c'est sûr. Et son fils Jérôme, ça comptait beaucoup pour lui? Ah, énormément. D'abord, il l'avait mis en haut de l'échelle. Hein. C'était le roi. Voilà. Son roi. Puisqu'il avait acheté une voiture, tout. Joël roulait dans une vieille voiture et le fils, il avait une voiture plus jolie que lui et tout. Hein. Il aurait donné ça, tout pour son fils. En l'absence de piste, les gendarmes se recentrent sur les proches et d'abord sa famille. À Iville, la ligne téléphonique des Baudes est mise sur écoute. Ils sont placés sous écoute parce que les auteurs peuvent prendre contact avec cette famille, peuvent exercer des menaces, des chantages, tout ce qu'on veut. Et bon, pour les enquêteurs, de savoir ce qui se passe au travers de cette famille qui est considérée pour l'instant donc comme étant victime de l'homicide au sens large. Au téléphone, pas de menaces, pas de chantage, mais d'étranges conversations entre Nadine et un homme inconnu. Au travers de l'exploitation donc des écoutes téléphoniques, on s'aperçoit qu'elle a un contact régulier avec un certain Jacques. Le 15 mai à 8h05, 10 jours après la mort de Joël, Nadine appelle cet homme. Au téléphone, elle le gratifie de petits noms comme « mon cœur ». Lui l'appelle « chérie ». Nadine a un amant. Il y a des conversations qui ne trompent pas sur leur relation et effectivement on va s'intéresser à ce personnage puisque bon, on est dans une piste criminelle, on a un amant, donc c'est presque comme un roman, donc on va s'intéresser à lui. Il y aura donc des surveillances de son domicile, on fera du travail sur son environnement, on cherchera à le connaître le plus précisément possible. Nadine et son amant sont constamment surveillés et filés par les gendarmes au cas où leur liaison aurait un rapport avec le meurtre de Joël. Les gendarmes cherchaient une piste, en voilà une. Et quelle piste? Elle a deux hypothèses. Jacques, l'amant de Nadine, a pu tuer le mari de Nadine pour avoir Nadine à 100%, crime passionnel. Deuxième hypothèse, Nadine, l'ambulancière éplorée, a tué son mari pour vivre à plein temps et sans retenue avec Jacques. Hypothèse qui tient presque plus que la première, car Nadine vit depuis 6 mois avec Jacques une double vie. Nadine et Jacques se sont rencontrés par hasard. Jacques, victime d'un grave accident de moto, se faisait régulièrement transporter chez le kinésithérapeute par l'ambulance de Nadine. Nos regards se sont croisés comme ça une fois ou deux. Bon, j'ai trouvé sympa, ma souris, voilà quoi. J'ai dû demander à une de ses collègues, comme ça, lors de la plaisanterie, si elle était mariée. Elle m'a dit que oui, qu'elle était mariée, donc voilà, j'ai pas insisté plus. Hein. Mais quelques jours après leur premier échange de sourires dans l'ambulance, Nadine recontacte Jacques. Et tout ça se termine par un dîner dans un restaurant d'Évreux. Physiquement, il lui plaisait beaucoup, oui. Quelqu'un de très attirant. Sur cet homme, elle a découvert, en fin de compte, un idéal qu'elle n'avait pas, je pense. Un idéal déjà physique. Il était grand, athlétique, charmant, quelqu'un qui devait avoir beaucoup de loisirs, qui lui aurait fait certainement découvrir beaucoup de choses. Alors au restaurant, elle me dit qu'elle n'est pas mariée, qu'elle a inventé cette histoire pour avoir l'après auprès de ses collègues. Et donc elle est divorcée depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années je crois. Donc elle est libre. Nadine et Jacques deviennent donc amants. Nadine voit Jacques les jours de la semaine pendant que Joël est loin, à Montrouge. Le week-end, quand Joël est à Iville, Nadine invente une histoire pour éloigner Jacques. Elle est en stage d'infirmière à Rouen. Nadine présente même à Jacques son fils Jérôme, son fils unique, chercheur et étudiant en médecine, sa fierté. Et Jérôme semble avoir accepté l'amant de sa mère. Voilà, il m'accepte bien, ça se passe bien. Ça se passe bien, on s'entend bien, voilà. C'est un garçon assez introverti, un peu introverti. C'est un petit génie qui a 20 ans, qui est en 3e année de médecine, voilà, quelqu'un de brillant. Avec Jacques, Nadine vit une nouvelle vie.
Elle lui fait découvrir sa région natale, le Calvados. Issue d'une famille de propriétaires normands, une famille noble, elle l'emmène voir la propriété de ses grands-parents. Une grande ferme qui compte de nombreuses terres et une rivière. Nous sommes passés devant la maison et comme nous sommes rentrés dans une propriété où il y avait des bêtes, etc., une très grande propriété, la propriété des grands-parents. Dans les terres, il y a une rivière et donc nous y sommes allés, mais moi j'étais en béquille, on n'a pas pu rentrer bien loin. Mais au printemps 2002, Nadine dit à Jacques qu'elle a de gros problèmes de santé. Petit à petit, elle me dit tiens, j'ai passé des examens sanguins, ils sont pas très bons. Après, j'ai peut-être un début de cancer. Bon, moi, ça m'affolait pas plus que ça. Ma soeur a eu un cancer, elle s'en est très bien sortie. Donc là, elle n'était pas dans un état apparemment très grave. Donc j'ai dit, un cancer, maintenant, ça se soigne. La maladie de Nadine rapproche les deux amants et finalement, ils décident d'acheter une maison. Quelques semaines avant la mort de Joël, ils visitent plusieurs villas dans la vallée de l'Eure. Leur choix se porte finalement sur une belle propriété estimée à 230 000 €. Ce qui les décide, c'est une petite dépendance où Nadine a projeté d'emménager un studio pour son fils Jérôme et sa petite amie, Élodie. C'est une belle maison, style normand, voilà, avec des belles poutres apparentes. Enfin, c'est une maison assez cossue, une jolie maison. Une jolie maison, avec de grands espaces. C'est un coup de cœur, voilà, vraiment, voilà, on plaît tout de suite. Et en plus, on peut se la payer. C'est-à-dire que moi, j'en prenais une partie, j'en prenais 40%, l'un prenait 60%. Voilà, elle n'avait pas besoin pour ça de taper dans son patrimoine. Les deux amants signent un compromis de vente. Nadine signe sous son nom de jeune fille, de Morel. L'avenir leur sourit. Je me dis que pour une fois, je vais peut-être voir le bout du tunnel, avoir un petit peu de chance. Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui on pourrait partager quelque chose, qui a les mêmes goûts que moi, et voilà. À cette époque, Jacques apprend par Nadine que Joël vient d'être assassiné. Elle me dit que son ex-mari a été agressé dans Paris, qu'elle verse pas une larme. Bon, ça, je trouve ça... Bon, j'ai divorcé depuis 20 ans, bon, j'y c'est malheureux. Bon, c'est pour Jérôme, ça me faisait de la peine pour Jérôme. Voilà ce que découvrent les gendarmes qui enquêtent sur l'assassinat de Joël Baude. Étrange, l'achat de cette maison 2 jours avant la mort de Joël. On s'apercevra que déjà que dès le 30 avril, elle avait contacté un agent immobilier qu'avec Jacques, elle visitera 3 maisons un jour. Et là, on est avant le décès, donc avant l'acte, on est le 3 mai, qu'elle reviendra le lendemain revisiter une des maisons sur lesquelles elle avait fait son choix, et que donc le 7 mai, le choix est fixé, que les vendeurs sont contactés, que donc le processus de vente du bien est engagé, alors que son mari avait été tué 2 jours avant. Les gendarmes ont découvert le poteau rose. Nadine a menti à son mari et à son amant. Et les 2 tourtereaux étaient sur le point de s'installer ensemble dans leur nouvelle maison, pendant que Joël allait lui gagner durement sa vie à Paris pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Plus l'enquête avance, et plus les Pandores sont convaincus que l'un des 2 est l'assassin, avec toujours un penchant pour Nadine, qui est décidément une sacrée menteuse. Au moment de la mort de son mari, elle n'avait qu'un projet, s'installer avec son amant, et vite. Nadine Baude est à nouveau convoquée à la gendarmerie. Les enquêteurs ne la lâcheront plus. Il y a un coup de fil sur le portable de Nadine, la gendarmerie voulait la voir. Alors que j'ai quand même un dimanche, il exagère, enfin bon, pourquoi pas. Et donc... Comment réagit-elle ? Un peu inquiète. On joue d'une certaine façon avec elle, le terme est impropre, mais parce qu'on a des faisceaux de présomption.
et on veut qu'elle se contredise dans certaines versions en essayant de la troubler, ou puisque pour l'instant on n'a aucune preuve matérielle sur cette affaire. Donc c'était un peu sur le plan psychologique qu'il a fallu aborder le problème. Je m'étonne, je dis mais pourquoi on te harcèle, t'es quand même séparé depuis 20 ans, il n'y a pas de raison, qu'on me casse les pieds comme ça. Donc il me dit que on retrouve pas les papiers du divorce, et qu'elle aussi est embêtée parce que de ce côté, elle les a pas. Les gendarmes veulent savoir ce qu'a fait Nadine la nuit de la disparition de Joël. Elle leur répond qu'elle n'a pas bougé de sa maison d'Yville. Ça reste à prouver. Les gendarmes étudient les coups de fil passés la nuit du drame. Ils décortiquent tous les appels reçus et émis par la ligne fixe du domicile d'Yville, ainsi que par les portables de Nadine, de Jérôme et de sa petite amie Élodie qui était avec lui le week-end du 4 au 5 mai. Et tous ces téléphones ont beaucoup fonctionné la nuit du meurtre. Dominique Rizet, les gendarmes examinent les relevés téléphoniques de fixe et de portable de Nadine, de Jérôme et de sa petite copine Élodie le soir du crime. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ce soir-là, soir de la mort de Joël Baude, on retrouve sa voiture brûlée à Cogé, d'accord? On est le 4 mai. Madame Baude dit « Je n'ai pas bougé de mon domicile ». À Yville. Jérôme, son fils, et sa petite amie Élodie, eux, ont passé tout le week-end à Center Park. À Verneuil-sur-Avre. Voilà. Tous les trois ont des téléphones portables. 18h16. Madame Baude appelle avec son téléphone portable le portable d'Élodie. Elle déclenche la borne relais SFR de Venon, ce qui veut dire que Madame Baude est sortie de chez elle. Premier mensonge. À 20h56, le téléphone portable d'Élodie appelle le téléphone portable de Jérôme. Comme ils sont tous les deux à Center Park, ça devrait se passer dans le secteur, ici. Ça devrait déclencher la borne de Pulet. Pas du tout. Le portable d'Élodie, quand il appelle celui de Jérôme, il va déclencher la borne relais de Sainte-Colombe-la-Commanderie. Donc, le portable d'Élodie était par ici. Les gendarmes, eux, vont réfléchir un petit peu à ce qui se passe et se dire, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est Jérôme qui a pris le téléphone portable d'Élodie. Et ce qui va confirmer ces doutes des gendarmes, c'est que le portable de Jérôme va servir à appeler les parents d'Élodie dans la soirée et déclencher la borne relais de Pulet. Ce qui veut dire que Jérôme a pris le portable d'Élodie, il a laissé le sien à Élodie, donc il a menti, il n'était pas à Verneuil-sur-Avre, à Center Park, il s'est promené toute la nuit dans ce secteur-là et sa mère a menti aussi, elle n'était pas chez elle. Donc l'intense activité téléphonique de Nadine, Jérôme et ou Élodie la nuit du crime ont de quoi intriguer et les gendarmes décident de placer Nadine et Jérôme en garde à vue. On est le 3 juillet, 2 mois après le meurtre. Jérôme est interpellé à Pasteur, sur son lieu de travail. Nadine, elle, est arrêtée au domicile de son amant. Le téléphone sonne et ça tape à la porte en même temps, à 7h du matin. Et moi, je pensais que c'était le jardinier. Un jardinier qui s'occupe. Et je dis quand même à 7h, il exagère. Donc, puis bon, ça insiste, le téléphone sonne. Moi, je peux pas me lever, j'ai mes béquilles, j'ai besoin de béquilles, mes béquilles sont pas près du lit. Je lui dis, bah ouvre. Et puis bon, elle est un peu affolée, elle court un peu partout dans la maison, et puis elle finit par ouvrir. Et là j'entends la voix des gendarmes, et j'entends le mot garde à vue. On lui dit clairement qu'elle est placée en garde à vue dans le cadre de l'homicide volontaire perpétré contre son mari. Alors elle est surprise, mais elle reste très, très maître d'elle. C'est-à-dire elle ne va pas se démonter. Certainement qu'elle attendait un jour ou l'autre peut-être notre venue, mais elle sera forte, stoïque et très, très sûre d'elle. Nadine est emmenée à la gendarmerie. Jacques, réopéré quelques jours plus tôt, est entendu à son domicile. Elle est emmenée, et puis je lui souhaite bon courage, et puis il y a le lieutenant de la gendarmerie qui dit « Non, monsieur, bon courage à vous ». Et il dit, et quand je dis bon courage, là je dis « Oula, qu'est-ce qui vient de tomber dessus ?» Ce qui va lui tomber dessus, c'est qu'il va découvrir que Nadine lui ment.
depuis des mois. Très rapidement, on va lui apprendre déjà que Nadine, contrairement à ce qu'elle sous la forme qu'elle se présentait, elle n'est pas divorcée, hein, donc elle est toujours mariée. Donc j'apprends petit à petit qu'elle n'a pas un sou, qu'elle n'a jamais eu une ferme, jamais eu, son mari donc vivait avec eux, qui rentrait tous les week-ends. Un mari qui dort avec Nadine tous les week-ends, franchement, il ne s'en doutait pas. Quant à la rivière, la vaste propriété de la grand-mère, tout cela n'était que du vent. Faux aussi, la particule rajoutée à son nom de jeune fille. Nadine s'appelait juste Morel. Jacques n'en croit pas ses oreilles. J'ai eu un moment, un laps de temps où je me disais, mais peut-être que les gendarmes me racontent des histoires, pour ne pas que je défende Nadine aussi. Et puis petit à petit, je me rendais compte qu'ils avaient raison, quoi. Elle m'a menti sur tout. Elle m'a menti sur tout. Tout ce qu'elle a pu me dire, c'est des mensonges. Je me dis aussi, même les sentiments, c'était des mensonges aussi. Puisque tout ce qu'elle m'a dit, c'était des mensonges. Il n'y a rien de vrai. À part qu'elle ait un fils, il n'y a rien de vrai. Mais surtout, Jacques découvre que Nadine l'a manipulée, car elle n'avait pas de quoi acheter la maison qu'ils avaient décidé d'acquérir. À ce moment-là, elle n'avait que 220 € sur son compte et n'était propriétaire d'aucun bien, même pas de la maison d'Yville. Elle le manipulait parce qu'elle le faisait miroiter une rentrée d'argent, la vente de la maison d'Yville alors qu'il n'était que locataire. Donc lui était complètement manipulé. Pendant ce temps-là, à Évreux, Nadine Baud et son fils Jérôme sont toujours en garde à vue à la gendarmerie. Même si Nadine a manipulé Jacques, les enquêteurs n'ont pas de preuve de son implication dans le meurtre de Joël. Nadine le sait, et face à eux, elle ne semble pas du tout impressionnée. C'est une très forte personnalité. Pour l'entendre, donc, il y a trois enquêteurs, dont moi-même, des enquêteurs de la section recherche de Rouen qui sont rodés donc, à ce genre d'affaires. Petit à petit, en lui apportant donc, tous les éléments qui avaient été recueillis au cours de l'enquête, après 2 mois d'investigation, elle finira par reconnaître certaines choses. Notamment, elle s'est déplacée, mais lorsque les questions deviennent beaucoup trop précises et amènent sur le fait qu'elle a participé donc, aux faits, elle refusera de répondre aux questions. Dans le même temps, les gendarmes entendent le fils, Jérôme, et sa petite amie, Élodie. Élodie dont le téléphone a beaucoup fonctionné la nuit du meurtre. Élodie qui est suspecte au début d'interrogatoire et qui va devenir un témoin à charge capital contre Nadine et contre Jérôme. Sans le savoir, c'est Élodie qui va charger son petit ami. Elle explique aux gendarmes que Jérôme s'est absenté une bonne partie du week-end du meurtre de Joël. Élodie nous confirme qu'à un moment, Jérôme est parti dans l'après-midi du samedi 4 mai, qui s'est absenté et qui n'est revenu que le dimanche matin aux aurores, vers 4 h du matin. Et là, un élément quand même qui est très important, c'est qu'il a changé d'aspect, à savoir qu'il s'est rasé la barbichette. Donc dans la nuit du samedi à dimanche, qu'il s'est rasé, et pourquoi on saura pourquoi, qu'il sent le brûler, et que sur les interrogations d'Élodie, il explique donc qu'il a eu un retour de flamme sur un barbecue qu'il avait fait avec ses parents le samedi soir. Très rapidement, Jérôme reconnaîtra être donc l'auteur des faits, à savoir que c'est lui qui a mis le feu à la voiture. Jérôme avoue donc que c'est lui qui a fait brûler le corps de son père la nuit du 5 mai. Et il leur raconte tout, heure par heure. Tout commence le samedi, en fin d'après-midi, quelques heures avant la tragédie.
Jérôme, en week-end avec Élodie et des copains dans un parc de loisirs, reçoit plusieurs coups de fil de sa mère. Nadine semble très inquiète. Sa mère l'a appelé à diverses reprises en lui annonçant que son mari, comme tous les samedis, allait rentrer, qu'il était de mauvaise humeur, et elle lui a fait comprendre qu'elle risquait donc d'être victime de violences. Elle va lui téléphoner plus de 10 fois dans la période qui a précédé le drame. Elle paraît très angoissée. Elle lui dit que son père se doute de quelque chose pour la relation que celle-ci entretient par ailleurs, et qu'elle pense qu'il va la battre, peut-être même quelque chose de plus grave. Donc, oui, il vole au secours de sa maman. Jérôme a peur pour sa mère. Il interrompt son week-end de fête et quitte précipitamment ses copains, sans leur donner d'explication. Bizarrement, il demande à Élodie d'échanger son portable avec le sien avant de partir. Il est à Yville vers 21h, avant Joël. Quand son père arrive une demi-heure plus tard, tout semble bien se passer. Nadine, Joël et Jérôme prennent même un apéritif, tous ensemble. Et puis, selon Jérôme, Joël leur avoue qu'il est au courant pour la liaison de Nadine avec Jacques. La discussion dégénère. Il y a une dispute entre le père et le fils. Le père reprochant à son fils de ne pas lui avoir dit que sa mère avait un amant. Dispute qui se poursuit au niveau du sous-sol, au garage. Dans le garage, la dispute se transforme en bagarre. Jérôme tente alors de repousser son père. Pour se défendre, il saisit une bûche dans le sous-sol et frappe son père derrière la tête et l'assomme. Donc sur cet entrefait, Nadine, qui a entendu la dispute, descend. Voit donc son mari étendu à l'extérieur, inanimé. Là, elle lui prend le pouls et constate qu'il est mort. Là, dit Jérôme, c'est la panique. Il faut se débarrasser du corps. La mère et le fils décident alors de le mettre dans sa voiture et emportent avec eux un jerrycan d'essence. Nadine conduit la 205, Jérôme suit derrière avec une autre voiture. « 30 km plus loin, il s'arrête près d'un petit bois, à Cogé. Jérôme sort le jerrycan, asperge la 205, il fait craquer une allumette, la voiture s'embrase. Il est 2h du matin. À 5h, Jérôme rejoint ses copains et fait la fête avec eux. Mais Élodie remarque qu'il a des brûlures au visage. Il lui raconte une histoire de barbecue avec ses parents. Confrontée aux aveux de son fils, Nadine ne peut qu'avouer. Mais explique-t-elle aux gendarmes, Joël avait été violent ce soir-là. C'était quasiment de la légitime défense, un accident, le résultat d'un moment de panique. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas appelé les secours et elle m'a dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils avaient paniqué, qu'ils avaient eu peur et qu'ils avaient eu peur, qu'elle avait eu peur qu'ils ne croient pas que ce soit un accident et que puis qu'ils s'étaient livrés à cette mise en scène qui était vraiment ridicule, quoi. C'est très théâtral et ça ne pouvait rien apporter, hein, si ce n'est la découverte justement d'incidences sur les faits qui étaient beaucoup plus lourdes de conséquences. Luc Mille, quand vous apprenez que votre ami Joël a sans doute été tué par son propre fils, vous vous attendiez à ça? Du tout. Du tout. Avec tout ce que Joël avait fait pour son fils, j'étais... Il n'y a pas de mots pour dire comment j'étais, mais bon, ça m'a vraiment choqué. Est-ce que vous saviez que Joël était violent avec sa femme? Ça m'a beaucoup surpris, parce que si Joël avait été violent avec sa femme, elle aurait eu des marques depuis longtemps. Hein. Et je ne l'ai jamais vu avec des marques. Hein. Et je n'ai jamais entendu sa femme dire que Joël était violent. Jamais, jamais, jamais. Comment elle était, Nadine? Une petite femme autoritaire, une maîtresse de maison. Elle dirigeait Joël.
Il vous a semblé qu'elle était intéressée par l'argent? Ah, énormément. De tout temps? De tout temps. De toute façon, c'est vrai que quand j'allais chez lui, tout ça, il avait des beaux meubles, il avait des trucs de valeur. Lui, il avait rien, mais il donnait tout. Nadine aimait l'argent. Mais ça n'est sans doute pas ça qui a motivé le meurtre de Joël. Son mari n'avait pas d'assurance vie et pas d'économie. Nadine Baude et son fils sont mis en examen pour meurtre. Nadine est incarcérée à Caen, Jérôme à la maison d'arrêt d'Évreux. Il a 21 ans et pas vraiment le profil à se retrouver en prison. C'est un garçon qui est doux. Sa douceur saute aux yeux en quelque sorte. Il a une relation affectueuse avec ses grands-parents, avec ses parents, avec son environnement. Il est bien vu, hein, ses copains, ses relations de travail. Tout le monde le décrit comme un garçon gentil, comme un garçon serviable. C'est pas du tout un bagarreur, mais pas du tout, au contraire. Hein. À 21 ans, Jérôme vivait toujours chez ses parents. Il n'avait presque pas d'amis. Le week-end du meurtre, c'était la première fois qu'il partait sans ses parents et surtout sans sa mère. Une mère avec laquelle il a vécu quasiment seul puisque son père était absent toute la semaine. Dans la perquisition qui sera effectuée au domicile familial, on s'aperçoit que c'est un jeune homme qui est resté enfant, peut-être par la volonté de sa mère, et peut-être qu'il avait trouvé un certain confort existentiel hein, par rapport au fait qu'il restait petit garçon. Il y a des peluches, des dessins avec des cœurs envoyés à sa mère. Il est le petit de sa maman. Depuis sa cellule, Jérôme écrit tous les jours à sa mère, elle aussi en détention. Dans ses lettres, toutes jointes au dossier d'instruction, Jérôme s'inquiète pour Nadine. Il lui destine ses prières. Il lui dit qu'elle est la plus belle, qu'il l'aime à l'infini. Et n'oublie jamais de lui envoyer des fleurs et des petits cœurs. Ce garçon n'a pas mûri. Il est resté à côté de cette mère qui a continué, effectivement, à mon avis, à l'élever comme son petit. Et donc, vous retrouvez dans ces correspondances le style du petit. Parce qu'à cet âge-là, effectivement, vous voyez des petits cœurs ou des petites fleurs à sa mère, c'est que, quelque part, on ne s'est pas construit dans son identité d'adulte. Il y avait une relation fusionnelle, ce mot-là a été cité, entre le fils et sa mère. Et on apprendra effectivement une relation fusionnelle et atypique et hors norme, puisqu'on apprend qu'il leur arrivait, jusqu'à l'âge de ses 16 ans, de dormir ensemble. Dans ses lettres, Jérôme écrit à sa mère « Vivement qu'on puisse regarder la télé ensemble ». Et il rajoute « Faire dodo ». L'enquête établira qu'il n'y a jamais eu d'inceste entre la mère et le fils, mais qu'il existait une forte influence de Nadine sur Jérôme. C'est pour ça qu'il n'a jamais rien dit à son père sur l'amant de sa mère. C'est pour ça aussi qu'il a menti à Jacques, pour qu'il ne découvre pas les mensonges de Nadine. L'amant était un grand amateur de pêche, donc il lui a dit « J'aimerais beaucoup aller pêcher chez toi ». Elle lui a dit oui pendant un certain temps, et puis le jour où l'amant a été vraiment décidé à venir pêcher, il a bien fallu trouver quelque chose pour lui dire « j'ai pas de rivière, j'ai pas de terre ». C'est le garde-chasse qui me téléphone, et donc je reçois un appel de quelqu'un avec un drôle d'accent, et j'ai du mal à comprendre, et qui explique que la rivière est en crue, c'est pas possible d'y aller. Et le garde-pêche, c'est Jérôme qui contrefait sa voix. Alors le fils a maquillé sa voix en se mettant un mouchoir dans la bouche, a-t-il raconté. Il a téléphoné à l'amant et il lui a dit qu'il était le garde-pêche de madame et qu'il y avait des gros problèmes d'inondation, et elle a résolu la question comme ça, pour que son mensonge ne soit pas éventé là. Il reconnaît qu'il a accepté totalement de jouer ce rôle dont il n'est pas très fier. Parce qu'en plus, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Genre, cet ami, il est un peu honteux aussi de l'avoir trompé. Il se rend bien compte que c'était pas du tout normal. Mais
il ne sait pas, il n'arrive pas à l'époque à dire non à sa mère. Le père, Joël, vivait donc à l'écart de cet étrange couple formé par sa femme et par son fils. Joël était l'élément étranger de cette famille, tant par les conditions d'existence, hein, absent toute la semaine, tant parce que peut-être que eux deux, c'était quelque chose, ils vivaient quelque chose de très fort et de très proche, et elle, Joël ne lui apportait plus rien. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan de vie intime, que sur le plan affectif ou que sur le plan matériel. Joël était l'étranger. Marianne Desaugères, vous êtes psychologue et vous avez expertisé Nadine et Jérôme. Est-ce que, quand l'un parle de l'autre, et inversement, il vous semble qu'il y a entre eux une relation qui était malsaine? Ce qui est assez frappant, c'est la nature fusionnelle de leur lien, c'est-à-dire qu'ils sont dans un lien de grande proximité l'un de l'autre, une relation exclusive, passionnelle pratiquement, où dans ce lien, il y avait peu de place pour le père. Donc Jérôme était faiblement socialisé et totalement tourné sur la relation à sa mère. Selon vous, quelle est la clé du passage à l'acte? C'est probablement parce que Madame Baude, d'un côté, avait rencontré un autre homme, et qu'elle avait trouvé un travail, et que Jérôme, de l'autre côté, avait pour la première fois rencontré une petite amie. Il s'est dit, pour que moi je sois autonome et que je sois avec ma petite amie, pour que je puisse faire ma vie, il faut que ma mère puisse faire sa vie elle aussi. Et ça ne peut se faire que si mon père accepte le divorce. Et là, la mère de Jérôme va lui transmettre l'idée que son père n'aurait jamais accepté le divorce. Et Jérôme va adhérer à cette logique de la mère, où ils se disent tous les deux, ah, on voudrait bien faire notre vie et être autonome, mais on ne peut pas. Donc tuer le père, c'est une manière de prolonger le caractère fusionnel de leur relation, quoi. Tout à fait. Jusqu'à quel point Nadine Baude est-elle allée dans le mensonge? N'a-t-elle menti qu'à Jacques et à Joël? Nadine Baude a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur elle? Elle s'est présentée tant à ses parents, tant qu'aux enquêteurs, comme étant victime d'un cancer qui évoluait très défavorablement. Tous les dossiers médicaux ont été exploités donc par des experts désignés par le juge d'instruction, et donc aucun met en évidence une tumeur quelconque dont aurait pu souffrir Nadine. Pas de cancer, pas de tumeur, rien. Non, elle n'avait même jamais fréquenté aucun autre spécialiste à qui le médecin traitant aurait pu l'envoyer, quoi. Et à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, aucun patient du nom de Nadine Baude. Nadine a menti. Mais pourquoi a-t-elle inventé toute cette histoire? Dans quel but a-t-elle annoncé à son fils Jérôme qu'elle avait une maladie incurable? C'est une façon d'attirer l'attention, c'est une façon de s'attirer peut-être un certain nombre de bienveillance, un redoublement d'attention. Et je pense qu'elle était très, très sensible à ça. Elle a besoin quand même d'être la petite reine de l'endroit où elle est, et des gens auprès desquels elle est. Et ça, c'était un moyen infaillible. Hein. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes gravement malade, obligatoirement, le quelqu'un en question, il va avoir un réflexe de protection, un réflexe d'attention, un réflexe peut-être même d'amour ou d'attachement. Et quand vous replacez ça dans le contexte de ce dossier, ça devient des attitudes de perverses manipulatrices. Comment est-ce que réagit Jérôme, Marianne Desaugères, lorsqu'il apprend que sa mère a menti? Que par exemple, elle n'a pas plus de cancer que ça? Dans un premier temps, il m'a expliqué que vraiment, il avait été révolté, outré que sa mère ait pu le manipuler et lui faire croire une chose pareille, à lui, hein, lui qui était son confident depuis tant d'années, hein, comme il se définit lui-même. Et alors, ce qui était assez frappant dans son discours, c'est que s'il me dit dans un premier temps qu'effectivement, il s'est senti en colère et trahi par cette mère, qui lui avait fait croire ça, assez rapidement, il explique combien il lui pardonne, malgré tout, et combien il le comprend comme une preuve ultime d'amour de sa mère. Elle en a été jusqu'à mentir pour pas que je la quitte, donc ça montre bien comment elle tenait à moi. Et là, on voit comment, de nouveau, on est dans des logiques familiales
hautement pathologique. Reste à établir les responsabilités précises de la mère et du fils dans le meurtre. A priori, le fils est le meurtrier, c'est lui qui a donné le coup de bûche et c'est lui qui a mis le feu à la voiture. Nadine, sa mère, dit qu'elle n'était pas là au moment du meurtre, qu'elle n'est arrivée qu'après et qu'ensuite elle a paniqué et qu'elle a juste aidé son fils à transporter le corps. Dans ce dossier, a priori, donc, elle n'a qu'un rôle secondaire, pas un rôle central, à moins que les gendarmes n'arrivent à prouver qu'elle a fait de son fils le bras armé de sa propre volonté de faire disparaître son mari. Qu'elle l'a en quelque sorte remonté, programmé pour l'amener à tuer son père. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle lui disait, qu'elle lui rapportait à toutes les occasions possibles que son mari était violent, qu'il la frappait. Lui a vu des disputes, mais n'a jamais constaté, n'a jamais vu des coups portés par son père contre sa mère. Si Jérôme n'a jamais vu de coups, c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu. Dans le dossier médical de Nadine Baude, aucune mention de violence. Là encore, Nadine a menti. Il n'y avait aucune trace relatée par le médecin traitant qui pourrait faire penser à une mésentente conjugale, pas de signe de traumatisme, de femme battue ou quoi que ce soit d'autre. Face au juge, la mère et le fils maintiennent que la mort de Joël était un accident. Mais le juge ne les croit pas. Et ce qui le fait douter, ce sont des événements qui remontent à 88. Le dossier médical de Joël montre qu'à cette époque, il y a 14 ans, il a été hospitalisé pour un malaise, grave et inexpliqué. Les médecins avaient trouvé des toxiques dans le sang et les urines. En général, c'est le signe d'une tentative de suicide par médicament. Pourtant, Joël n'était pas dépressif. Il disait qu'il ne prenait pas de traitement, et qu'il se sentait bien dans sa vie, qu'il n'avait pas envie de se suicider. Enfin, il n'y avait aucun argument pour qu'il puisse prendre un médicament. Alors Joël avait-il été empoisonné? Une thèse d'autant plus probable que ces malaises se sont répétés à plusieurs reprises, 4 fois, jusqu'à un certain 24 mai 88. Premier élément quand même troublant, c'est que M. Baude a eu un malaise parce qu'il avait mangé un sandwich qui, d'après lui en tout cas, avait un goût bizarre, quoi. Donc il a été hospitalisé pour analyser les causes de ce malaise. Et là encore, on s'est aperçu qu'il y avait des toxiques dans son sang. Premier élément. Deuxième élément, il se trouve que toutes ces hospitalisations, c'est donc en début de semaine. 24 mai 88, c'est un mardi. 14 mars 88, un lundi. 16 février 88, à nouveau un mardi. À chaque fois, Joël a un malaise en début de semaine, juste avant de rejoindre son travail à Montrouge. Or, c'est Nadine qui lui préparait ses sandwichs. Nadine qui suivait un traitement antidépresseur et qui a donc pu utiliser ses propres médicaments pour empoisonner Joël. Autre coïncidence. À l'époque des malaises de Joël, Nadine avait déjà une liaison avec un homme de son village. Elle avait déjà un amant. On fait un parallèle donc entre cet amant des années 88-89 et Jacques, puisque tous les deux sont plus élevés socialement que elle, à savoir que cet amant de 88-89 était cadre dans l'unique entreprise du village, qu'il avait une très belle maison et qu'ils comptaient vivre ensemble. Vous croyez que quelqu'un qui aurait voulu se débarrasser de son mari aura attendu 15 ans? Parce que ça s'est passé en 88 ou en 89. Donc si véritablement elle avait été déterminée dans ses agissements ou la volonté de se séparer de son mari, elle n'aurait pas attendu ensuite 2002 pour réitérer. Effectivement. Si Nadine avait tenté d'empoisonner Joël en 88, pourquoi aurait-elle attendu si longtemps avant de tenter de le tuer à nouveau? À l'époque, Joël avait refusé de porter plainte contre sa femme malgré les encouragements de sa propre famille. L'affaire en était restée là. Entendu à nouveau par les gendarmes, Jacques, l'amant trompé,
va leur livrer un nouvel élément. Elle m'a parlé de la mort de son mari avant le 5 mai. J'en étais persuadé. J'ai quand même, c'est une sacrée coïncidence, qu'elle me parle avant de la mort, avant que ça se passe, quoi. Elle annonce la mort de son mari avant le décès de celui-ci. Il nous donnera donc des points de repère pour justement bien arrêter la date et dans des circonstances pratiquement similaires à la réalité. Et si Jacques est si catégorique sur la date, c'est qu'il sait que Nadine lui a annoncé la mort avant un événement marquant, le premier tour des élections présidentielles, le 21 avril 2002. Impossible pour lui de l'oublier. Au mois d'avril, elle me dit que son ex-mari a été agressé dans Paris. On l'a retrouvé dans sa voiture, la nuque brisée. La nuque brisée? Ça ressemble au coup de bûche donné à Joël la nuit du drame. Comment Nadine peut-elle connaître les circonstances de la mort de Joël 15 jours avant sa mort? Ça veut dire que pour moi, voilà, c'était prémédité, quoi. Ils y ont pensé avant. Pourquoi m'a-t-on parlé de la mort avant? Pourquoi m'a-t-on parlé de cette mort avant? À la fin de l'instruction, le juge est persuadé que Nadine est au moins aussi coupable que son fils du meurtre de Joël. Ils sont donc renvoyés tous les deux devant les assises, Jérôme pour meurtre et Nadine pour complicité. Jérôme parce qu'il a donné le coup de bûche et mis le feu à la voiture, et Nadine parce qu'il pense qu'au minimum, c'est elle qui l'a poussé à bout, qui l'a motivé par ses mensonges. Au passage, le juge retient la qualification de meurtre et pas celle d'assassinat, écartant donc l'idée d'une préméditation. Le 10 avril 2006, 4 ans après les faits, le procès de Nadine Baude et de son fils Jérôme s'ouvre devant la cour d'assises d'Évreux. Dès le début, au centre des débats, la personnalité de Nadine. On les découvre physiquement et là aussi c'est une surprise parce qu'on a affaire à une femme de petite taille, extrêmement frêle. Une petite femme blonde, au visage un peu pointu, mais qui n'avait rien de particulier. À côté d'elle, son fils, qui ressemblait plutôt à un gros poupon, un enfant sage. Jérôme, il est accablé, il est décomposé, il est un peu recroquevillé sur lui-même. Elle, et peut-être que ça lui a été un peu défavorable au cours des débats, elle est figée dans une attitude assez glaciale. Elle est sévère, elle a le regard presque qui peut apparaître comme étant dur. Nadine Baude ne fait pas bonne impression. Et ça ne s'arrange pas quand la cour revient sur ses innombrables mensonges. Et pourtant, Nadine était loin d'être la seule mythomane de la famille. On lui a reproché ces espèces de fables qu'elle racontait sur ses origines, sur sa fortune, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas la seule. Je crois me souvenir que Joël Baude disait à sa propre famille qu'il était vétérinaire, que l'appartement qu'il avait à Paris était un appartement, un logement de fonction, mis à la disposition de son fils qui était chercheur. Donc nous sommes bien d'accord qu'il n'y a pas d'intervention, de manipulation de Nadine dans cela. C'est des discours qu'il a tenus tout seul. Même la victime, Joël, le bon travailleur au sourire un peu triste, avait donc menti sur sa vie, sur leur vie. Lui, le boucher, se faisait passer pour un vétérinaire. Et surtout, il avait présenté Jérôme comme étant étudiant en médecine, alors que Jérôme n'a jamais mis les pieds à la fac. Il n'est pas non plus chercheur au prestigieux Institut Pasteur. La vérité, c'est que Jérôme n'était qu'un petit intérimaire chez Sanofi Pasteur. Jérôme n'avait même pas son bac. On a découvert tout ce monde de mensonges, mais c'était quelque chose de tout à fait hallucinant, parce que plus on avançait dans le procès, plus on découvrait des mensonges phénoménaux. Ces gens-là vivent dans un monde, Jérôme en parle, dans un monde imaginaire. Et il dira ensuite qu'il a été pris dans cet engrenage de mensonges. Lorsque le fils avait eu un BEP ou je ne sais plus quel examen, ils avaient fait une réception chez eux pour dire qu'il avait eu le bac. Jérôme avait raté son bac, mais ses parents avaient organisé un grand repas de famille pour fêter son succès.
si Jérôme avait inventé une autre vie. C'est d'abord parce que ses deux parents le lui avaient demandé. Les parents Baud ont besoin d'être fiers de leur fils unique et il faut que celui-ci ait remporté un certain nombre de succès. Alors comme c'est pas tout à fait vrai, eh ben on en invente. Une vie de mensonges basée sur l'apparence sociale. Durant de nombreuses années, les Baud ont réinventé leur vie, jusqu'aux plus petits détails. Monsieur et Madame Baud étaient locataires de la maison qu'ils occupaient, mais bien entendu, pour toute leur relation, il fallait qu'ils disent qu'ils en étaient propriétaires. Alors, peut-être d'autres qui font ça, mais eux, ils vont jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'ils vont dans cette maison qu'ils louent, ils font des travaux que ne peuvent concevoir qu'un propriétaire. Notamment, ils réalisent une cheminée qui est assez coûteuse. Il est bien certain qu'ils s'en vont, ils perdent l'investissement qu'ils ont fait. Alors, des gens qui sont à ce point déconnectés de la réalité, et même quelque part de leurs intérêts, ils sont capables de faire n'importe quoi. Dans le box des accusés, alors même qu'on est en train de la juger pour complicité de meurtre, Nadine cherche encore à sauver les apparences. Elle ne cède sur rien profondément. La particule dont sa famille disposait, dont elle est vraiment la seule à se souvenir, elle va continuer à dire qu'ils ont perdu cela là, ou à la Révolution, ou un grand-père désenchanté a vendu la particule. Enfin, des histoires qui font sourire, si vous voulez. Mais elle y tient. Elle y tient, elle lâche pas prise. Luc Mille, vous avez assisté au procès des assassins de votre ami. Quand vous apprenez que votre ami, Joël, lui aussi, vous a menti sur une partie de sa vie. Oui, mais je lui pardonne parce que, comme il était toujours triste, quand vous voyez quelqu'un qui est toujours triste pendant 5 ans, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je crois qu'il était parti dans le mensonge et il n'a pas pu s'en défaire. Est-ce que vous saviez qu'il racontait partout dans son village qu'il était vétérinaire? Non. J'étais surpris. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Je peux pas savoir. C'est là, il y a 2-3 choses que... Sur lesquelles vous butez, quoi? Ouais. Que j'aurais jamais imaginé ça de lui. Mais déjà d'une. Ça ressemble au bonhomme? Non. Au procès, vous vous adressez à Nadine et à Jérôme pour leur dire quoi? De me regarder et de me dire la vérité, que c'était pas possible que Joël soit violent avec tout ce qu'il avait fait pour eux, qu'il ne méritait pas ce qu'il leur avait fait. Parce que c'est pas possible. On divorce et c'est tout. Oui, aujourd'hui, c'est faisable. On tue pas son père pour parce qu'elle avait un amant ou... Non, c'est trop gros. Vous leur avez dit les yeux dans les yeux, il vous aimait, il faisait tout pour vous, quoi. Voilà, exactement, et c'est vrai. Même si Joël ment, même s'il a menti, il a menti pour eux. Comment est-ce qu'ils réagissent quand vous leur dites ça? Ils n'ont jamais levé les yeux. Jamais il a levé la tête. Et vous leur pardonnerez jamais? Non. L'avant-dernier jour du procès, les accusés campent toujours sur leur position. Ils soutiennent que la mort de Joël était un accident, une dispute, qui a mal tourné. Une des questions du procès, c'était tout de même celle de la préméditation. Au départ du procès, ils ne sont pas poursuivis pour assassinat, mais simplement pour meurtre. D'où l'importance de la chronologie des faits de la soirée du meurtre. Le coup de bûche donné par Jérôme a-t-il tué son père? La mort de Joël était-elle vraiment accidentelle? Question essentielle. C'est au médecin légiste d'y répondre. Le médecin légiste, Dominique, a réalisé l'autopsie dans des conditions très difficiles, puisqu'il n'a qu'un tronc calciné et une tête, et pourtant, il va rendre des conclusions assez catégoriques. Il va donner 2 éléments. D'abord celui-ci, qui va faire l'effet d'un coup de tonnerre. Le coup de bûche qu'a reçu Joël Baud n'était pas de nature à faire cesser une fonction vitale. Ça veut dire que la mort n'est pas consécutive au coup qu'il a reçu sur la tête. Mais presque plus intéressant encore. L'expert va longuement expliquer sa démarche scientifique, comment il a fait pour déterminer le 2e élément, à savoir Joël Baud était encore en vie au moment où la voiture a été brûlée.
il vivait encore, il respirait. Et il le détermine comment? Alors il le détermine en faisant une étude de ses narines. Et dans les narines et la cloison nasale de Joël Baude, l'expert va retrouver des traces de suie. Donc il respirait encore, il était vivant. Et ça va être confirmé par des analyses de sang, d'un sang qu'on va réussir à prélever dans ses tissus, dans des lambeaux de chair qu'on retrouve. Et dans son sang, il y a des particules de plastique. Le plastique qui a brûlé dans la voiture. C'est très intéressant parce que cette nouvelle version, elle va changer beaucoup de choses. Si Joël Baude n'est pas mort des suites du coup de bûche qu'il a reçu sur la tête, ça veut dire que la version de son fils Jérôme, qui dit l'avoir tué accidentellement comme ça en le frappant, elle s'effondre. Si effectivement ce soir-là, c'est une soirée qui a dégénéré, qui a fini par des coups, une fois la victime à terre, on pourrait penser que la mère et le fils reprennent leurs esprits et réalisent ce qui s'est passé et appellent les secours. C'est le père et c'est le mari. À aucun moment ils n'ont tenté d'appeler les secours et on ne sait même pas effectivement si elle a vraiment vérifié qu'il respirait encore, que son cœur battait. Ça a surtout révélé qu'il n'avait pris aucune précaution pour savoir s'il était encore vivant ou pas et que l'objectif était de se débarrasser de lui. Parce que Nadine Baude était ambulancière. Je ne sais pas si les ambulanciers ils ont quand même un petit contact avec le milieu médical et tout cela. Il n'était pas obligé d'avoir la certitude qu'il était mort. La question de la préméditation ne concerne plus donc le coup de bûche, mais l'incendie. Nadine et Jérôme savaient-ils que Joël était vivant quand ils ont mis le feu à la voiture? À ce moment-là, Jérôme Baude, il a la tête dans les mains, il regarde ses pieds, quoi. C'est le moment où ils ont eu les réactions la plus forte quand même. Ils ont piqué tous les deux du nez dans le box des accusés et on a senti que là, le coup leur tombait sur la tête. Alors maintenant, est-ce qu'ils pensaient à la malheureuse victime ou est-ce qu'ils pensaient à leur sort, à eux, en se disant c'est pas bon pour nous? Je ne sais pas. Maître Maran-Gombard, vous êtes l'avocat de Nadine Baude. Le témoignage au procès du médecin légiste est absolument assommant pour votre cliente puisqu'il est absolument formel. La victime était vivante lorsqu'on a mis le feu à la voiture. Lorsqu'elle le transporte, elle est persuadée qu'à ce moment-là, il est décédé. Elle prend le pouls au poignet, elle prend le pouls carotidien et elle dit qu'elle ne constate aucun signe vital à ce moment-là. Et sur ce point-là, sur plein d'autres points, je ne la crois pas. Mais s'il y a bien un point sur lequel je la crois, c'est à ce sujet-là. L'impression qui se dégage au cours du procès, c'est qu'elle n'est pas sympa, quoi. Voilà. Et c'est pas facile de défendre quelqu'un qui n'est pas sympa. J'ai commencé ma plaidoirie en indiquant à la cour d'assises et aux jurés « Madame Baude, je ne vous apprécie pas ». Car d'évidence, c'était l'opinion que tout le monde avait. Tout le monde, surtout, voyait une jeune femme qui était impassible lorsque les parties civiles venaient raconter leur désarroi. Et pourtant, lorsque je la retrouvais lors des suspensions, mais cela personne ne l'a vu, Madame Baude s'effondrait. Elle s'effondrait en larmes, et puis quand la petite sonnette retentissait, elle séchait ses larmes, et on retrouvait un masque d'impassibilité. Si elle n'a pas prémédité le crime, ce qui est votre conviction et qui est son affirmation, pourquoi ce scénario dans le transport du corps, la mise à feu de la voiture Elle dira, lorsqu'elle sera entendue par le juge d'instruction, à un moment, mais lorsque j'ai constaté, lorsque j'ai vu que mon fils avait porté ce coup de bûche, le premier coup, et cela n'est pas contestable, eh bien, je me suis dit, il va partir en prison. Et cela, il faut que je l'évite à tout prix. Alors on va essayer de construire un scénario. Peut-être va-t-il réussir, car je veux protéger mon fils. Depuis le début du procès, c'est Nadine qui semble être l'instigatrice et Jérôme, l'exécutant. Une question demeure. Nadine a-t-elle demandé à Jérôme de tuer son père ?
Jamais il n'a dit que sa mère lui avait commandé de faire ceci ou cela. Mais on n'arrête pas de l'imaginer très fort que ce soit ça, parce que dans les éléments du dossier, c'est ce qui apparaît, quoi. On n'imagine pas le contraire. Mais jamais il ne le dit de la même manière qu'effectivement c'est lui qui a allumé le feu de l'incendie dans la voiture. Il le dit, il l'avoue clairement devant la cour, mais il a allumé le feu pour se débarrasser de la voiture. Il ne parlera absolument pas du rôle de sa mère dans cette affaire-là. Jérôme Baud protège sa mère comme Nadine protège son fils. Nadine ne lui a pas ordonné de mettre le feu à la voiture. Elle ne lui a pas dit de se débarrasser du corps de Joël. Mais sans doute Jérôme n'avait-il pas besoin d'instructions pour mettre à exécution le désir fou de sa mère et lui permettre de se lancer dans une nouvelle vie avec Jacques, son amant. La dépendance qu'il a de sa mère, elle est beaucoup plus profonde mais moins formelle. C'est pas des ordres avec un sujet, un verbe, un complément. C'est tout un contexte. C'est tout un contexte, c'est qu'il est attentif à ce que veut sa mère, il veut que sa mère ne soit pas trop malheureuse, il veut l'aider. C'est ça profondément qui le rend aveugle. C'est pas des ordres et des coups de fouet. Il va dire que sa mère aurait pu lui demander n'importe quoi, il l'aurait fait de toute façon. Et notamment quand sa mère lui dit le corps du mari est allongé, il faut trouver une solution, on va s'en débarrasser. C'est elle qui prend l'initiative de faire disparaître le corps. C'est donc Nadine qui décide et Jérôme qui exécute. Jérôme qui finit par craquer. Face aux questions de la présidente, il avoue que sa mère lui a donné une instruction le soir du meurtre. Échanger son portable avec celui de sa copine Élodie pour mieux brouiller les pistes. Nadine, la manipulatrice, elle qui avait fait croire à Jérôme que son père était un homme violent et qu'elle-même était atteinte d'un cancer. Nadine, l'instigatrice, qui avait annoncé à Jacques la mort de Joël 2 semaines avant le meurtre. Nadine, qui est allée jusqu'à utiliser son propre fils pour se débarrasser de son mari. Mais Jérôme, fidèle jusqu'au bout, qui demande à son avocat de ne pas enfoncer sa mère dans sa plaidoirie. Je n'ai pas du tout cherché à accabler Nadine Baud. D'abord parce que ça aurait été trahir mon client. Il le voulait manifestement pas. Et parce que moi j'avais le sentiment d'être dans un dossier où la vérité elle est subtile. J'ai vraiment plaidé, le fil conducteur c'était bien entendu l'instrumentalisation. Mais en expliquant pourquoi quelqu'un d'intelligent, pourquoi quelqu'un qui évolue après tout pas trop mal dans la vie, pourquoi il pouvait être à ce point aveugle face à ce que voulait, mais ce que voulait pas toujours totalement consciemment, la mère. Avant le délibéré, Jérôme Baud prend la parole une dernière fois. En 3 mots, il résume ce qu'il éprouvait pour sa victime, son père Joël. Jérôme a dit je l'aimais bien quand même. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il a dit sur le lien qu'il avait avec son père. Nadine, elle n'a rien dit. On a l'impression de 2 accusés qui attendent un peu leur verdict, qui ont du mal à se livrer. Mais l'impression qui domine, c'est qu'il n'y avait aucun regret manifeste, aucune émotion et aucune compassion de la part des 2 accusés. Le verdict des jurés d'Évreux n'a rien à voir avec l'idée qu'on se faisait de l'affaire au départ. D'abord, la mère et le fils sont condamnés tous les 2 pour assassinat et donc pour meurtre prémédité. Jérôme s'en tire avec 12 ans de prison, mais Nadine, sa mère, prend 25 ans, 2 fois plus, alors qu'elle n'a pas tué elle-même, qu'elle n'a pas mis elle-même le feu à la voiture. Les jurés ont considéré qu'elle était l'instigatrice machiavélique de cet assassinat. Vous décidez, enfin elle décide, de ne pas faire appel de cette condamnation, qui pourtant, dit-elle, est injuste. Pourquoi? Le verdict est rendu, je rejoins Madame Baud, je la retrouve enlacée avec son fils, pleurant. Je m'approche de Madame Baud et je lui dis « Madame, il faut faire appel ». Je n'avais pas besoin de réfléchir longtemps, la peine prononcée m'apparaissait beaucoup trop lourde, l'appel se justifiait. « Maître, me dit-elle, si on relève appel, que va-t-il se passer pour mon fils? Il est probable
que le représentant du parquet, que l'avocat général de la cour d'assises relèvera de son côté également appel pour le fils, tant à son encontre qu'à l'encontre de son fils. Et que devant la cour d'assises d'appel, on ne peut pas exclure, s'agissant de son fils, que la nouvelle peine qui serait prononcée soit beaucoup plus élevée. Madame Baud me dit, puisque c'est comme cela, je ne relève pas appel. C'est plutôt à sa gloire, ça, de ne pas vouloir prendre le risque que son fils, qui a payé si cher toutes les manipulations qu'elle a orchestrées, prenne plus. Mais c'est bien la preuve qu'elle a cette part d'humanité qu'on lui a contestée. Elle fait passer l'intérêt de son fils, et Dieu sait si les liens sont forts avec ce fils, avant le sien. Depuis leur condamnation, Nadine et Jérôme purgent leur peine, chacun dans sa prison, et pour eux, compte tenu de leur relation fusionnelle, c'est un peu comme une double peine. Ils ne se voient plus et ne se serreront à nouveau dans les bras que lorsque Jérôme, sorti de prison, viendra voir sa mère au parloir.